Comme type de format, quand on démarre sur les réseaux sociaux, qu'on veut lancer un business, et toi, tu ferais comment? C'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, la bêtise que les gens font très souvent, c'est de vouloir trop faire. Et souvent, ils se comparent au chapitre 10 d'un Yomi Denzel, Oussama Hamar, Antoine Blanco, Alex Hormozy, avec leur chapitre 1 à eux. Mais ils ne voient pas comment on a tous démarré en fait. Parce que faire du contenu et du bon contenu, ça coûte cher. Et donc en fait, la clé, c'est qu'il faut réussir à faire un triangle hyper important qui est, il faut faire coïncider qui tu es avec ce que les gens ont besoin et ce que tu peux produire. Parce que qui tu es est plus large que ce que tu peux produire et c'est plus large que ce dont les gens ont besoin. Et l'autre erreur que font trop souvent les gens, c'est de vouloir faire du contenu inspirationnel alors qu'ils inspirent personne. Si moi, ma première vidéo, ça avait été une vidéo sans permission où je parle de ma vie perso, du polyamour ou je sais pas quoi, je ne serais jamais devenu Oussama Hamar. Moi, mes 100 premières vidéos, 200 premières vidéos, 500 premières vidéos, c'est des vidéos techniques. C'est, tu veux faire une startup scalable, voilà la meilleure méthode pour faire ça. Et il s'avère que j'ai créé une telle communauté de gens qui ont écouté tellement ces vidéos que ces mêmes gens ont commencé à me demander mon avis sur d'autres sujets de la vie. Et puis on a commencé à faire le podcast, on a fait une audience, etc. Mais la plupart des gens qui nous regardent sur Sans Permission, c'est des gens en fait qui ont découvert nos formats à travers nos vidéos techniques qui sont vieilles, longues, etc. Et donc la bonne méthode, c'est un seul canal de distribution, pas faire 200, tu vois, en général tu choisis ton canal dominant et tes canaux dominés. Donc par exemple si ton canal dominant c'est LinkedIn, tu t'en fous, tu postes tes posts LinkedIn sur Instagram, tu vois. Tu utilises les autres canaux juste pour de la distrib vers ton canal principal. Deuxième chose, tu parles tout le temps de la même chose au début. C'est hyper important que les gens te reconnaissent dans une ligne éditoriale. Tu peux pas parler un matin d'un sujet A à un autre. Il faut que tu passes là-bas. 3, il faut produire beaucoup. Beaucoup. Quitte à saouler les gens un peu au début. Les gens prétendent tous qu'ils sont saoulés, mais ils ne le sont pas. D'abord, tout le monde ne voit pas l'atout. Et c'est par la quantité que tu découvres aussi qui tu es et la qualité. La qualité, en général, elle vient par la quantité. C'est pas l'absence de quantité qui produit la qualité, c'est l'immense quantité qui finit par produire la qualité. Bah, si un jour tu es malade et je te le souhaite pas, et que tu as besoin d'un chirurgien, va prendre un chirurgien qui charcute beaucoup de gens tous les jours. Parce que sa qualité de chirurgie sera toujours supérieure à un mec dans un hôpital de luxe qui fait une opération tous les 3 mois et qui en fait ne sait plus ce qu'est une opération. Donc il y a un vrai lien entre qualité et quantité qui est très contre-intuitif parce que comme on a une vision un peu scolaire des choses et que l'école nous a fait imaginer que les gens qui font de la qualité, c'est les gens qui font peu de choses. Non, la vraie grande qualité, c'est la quantité. Et ça, c'est un truc que tu apprends notamment quand tu voyages beaucoup au Japon parce que au Japon, tu rencontres ces mecs qui font la même chose pendant 60 ans. Et au bout de 60 ans, ils disent je commence à peu près à comprendre comment ça marche. Et tu dis mais t'imagines la quantité de choses qu'ils ont fait dans leur vie pour arriver là. Donc un réseau, beaucoup de quantité, un seul sujet. Et puis une bonne dose d'authenticité intelligente. Alors c'est quoi l'authenticité intelligente? C'est que si tu fais un cercle de tout ce que tu penses et de qui tu es, tu ne peux pas montrer 100% de qui tu es. Ça marche pas. C'est fatigant, épuisant, etc. Tu as besoin de garder une partie intime, tu as besoin de garder une partie que tu ne révèles pas aux gens. Et tu dois réfléchir en te disant, ok, c'est quoi la partie de moi-même que je peux révéler aux gens? C'est quoi la partie de moi-même que je peux mettre en face de tout le monde et qui fera d'autant plus accrocher les gens avec moi? Il y a un type cette année, il a lancé une boîte dans les boissons qui s'appelle Breeze. Tu connais Breeze? C'est des canettes de THC et de champignons magiques
pour les gens qui en soirée veulent se sentir détendus, mais ne pas être ivres. Tu vois, ils veulent avoir les bienfaits de la désinhibition sociale, de faire comme ça, mais ils ne veulent pas, être bourrés. Ils ne veulent pas boire d'alcool. Et donc, il a lancé cette boîte. Et il a des chiffres complètement dingues, puisque en un an, il est passé de 0 à 5 millions de chiffre d'affaires, avec 3 employés, et littéralement une seule stratégie marketing. Et la stratégie marketing, c'est il allume un feu tous les soirs, vers 17h, et il démarre un live sur TikTok. Et le live dure 4, 5, 6, 7 heures de suite. Et pendant ce live, il fait qu'une chose, il ouvre des canettes et il raconte des conneries devant la caméra. Il parle de sa life, il parle de sa mère, il parle de lui, il parle de son envie, il parle de tout ça. Et ça, c'est 5 millions de ventes en un an. Parce qu'après, il prend ce format, il le coupe, il en fait des shorts qui sont postés, et il tourne. Et il n'a jamais fait aucun autre format. Et on lui a posé une question dans une interview récemment, il a dit quand est-ce que vous allez arrêter ce format et tester d'autres choses? Et il a regardé le mec et il a dit quand ça arrêtera de grossir. La réponse est géniale. Parce qu'en fait, il y a un moment, il va plus, tu vois, est-ce qu'il va passer de 5 à 10 millions, 10 à 15? Il y a un moment, il va plafonner, il va devoir dire ok, il faut que j'aille chercher d'autres clients qui sont intéressés par d'autres angles, d'autres arguments, d'autres trucs. Mais tant que ça monte, pourquoi je vais me faire chier? Et pourquoi je vais embaucher des gens, me mettre des problèmes, machin, alors que pour l'instant, j'ai la croissance que je veux avec le système le plus simple. Et ça, c'est l'intelligence du pas faire trop. Souvent, quand tu es entrepreneur au début et que tu démarres, tu as toujours envie de faire plus. Et t'es pas dans le juste. Or, si tu cuisines et que tu mets trop d'ingrédients, ça devient dégueulasse. La cuisine, c'est choisir quoi mettre et pas mettre. Si tu regardes trop de fois le même film, tu finis par t'ennuyer. Il faut en fait, à un moment, être dans la justesse. Et cette justesse, en fait, sur les réseaux sociaux, elle vient aussi par un angle extrêmement simple, qui est que tu dois être connecté avec le bon niveau d'authenticité et montrer la chose qui connecte et qui est logique. Donc c'est vraiment une forme d'alignement entre qui tu es, qu'est-ce que tu dis, pour qui, pourquoi. Et quand tu trouves cet alignement-là, ça explose. Et alors, ça peut exploser dans une toute petite communauté. Tu vois, tu as des gens, ils font beaucoup d'argent parce qu'ils ont 10 000 followers. Et sur ces 10 000 followers, ils ont 9 000 clients. Et sur ces 9 000 clients, il y en a 8 000 qui achètent. C'est beaucoup mieux qu'avoir 500 000 followers, un client, et il ne sait pas pourquoi tous les autres sont là. Tu vois, ça, c'est le drame. Et donc, les stratégies de contenu sont avant tout en fait des stratégies de simplification. Et les gens en font trop. Et surtout, ils refont tous les formats qui ne peuvent pas marcher. Par exemple, récemment, j'ai eu un ado très brillant en Better Call Saul, un gamin de 17 ans. Et il a créé donc, grosso modo, il a créé un business par Snapchat où il apprend aux gamins à monter des vidéos et à se faire un peu d'argent de poche en travaillant comme monteur vidéo pas cher sur Fiverr. Ouais. Machin. Donc lui, il s'est fait quelques milliers d'euros par mois. Ses potes l'ont fait chier en mode comment t'as fait? Il leur a montré, ses potes l'ont payé 50 balles pour montrer. Il l'a mis sur TikTok et c'est monté. Et donc il a commencé à gagner, je crois qu'il avait un groupe sur school.com. Il gagnait 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros par mois. Bon, très bien. Et là, qu'est-ce que le mec il se dit? Il se dit c'est génial, je suis le nouveau Yomi Denzel. Et donc je vais faire des vidéos. Donc il a pris Iman Gadzhi. Tu vois qui c'est? C'est le Yomi Denzel américain. Et donc il a pris des vidéos d'Iman Gadzhi. Et donc Iman Gadzhi il parle de mal alpha, de couple, d'argent, de solitude face au succès, de la Matrix, de sortir de la Matrix,
d'être dans la rébellion, machin. Et donc lui, il s'est dit, je vais prendre les vidéos d'Iman Gadzhi, je vais aller en studio. Donc tu sais, Iman Gadzhi fait le format, qui est un très bon format, fake interview, où tu as quelqu'un qui te pose des questions et tu parles, format tip-top. Et il a traduit en français, grosso modo. Et donc tu vois ce gamin qui fait 40 kilos les bras levés, qui de toute évidence n'a aucun recul sur ce qu'il raconte, parce que qu'est-ce qu'il en sait, ce qu'est une femme, un homme alpha, un homme de valeur. Il n'y avait pas de lien avec son premier business? Non, aucun. C'était parce que lui, en fait, il regarde ça et il dit, bah, c'est ça en fait qui fait de l'argent. Il faut faire du contenu et le contenu fait l'argent. Ouais. Parce qu'il voit pas l'alignement qui tu es avec ce que tu dis, pourquoi, pour qui. Il le voit pas cet alignement. Lui, il voit un truc et il se dit, ah ben en fait, je vais juste faire ça et ça va faire de l'argent. Et en fait, résultat, ça donne des vidéos assez ridicules. Et il me dit, je comprends pas, il n'y a personne qui like. Il faut que tu m'aides à avoir une stratégie de croissance. Je dis, mais la stratégie de croissance, c'est d'arrêter tout de suite ce que tu fais. Parce que tu ne peux pas être à ce point inauthentique. Ok. Je t'explique un peu d'eau. Ouais. Et au début, quand tu disais faut se mettre sur une plateforme et se concentrer là-dessus et le reste secondaire, comment tu fais la différence entre quelqu'un qui va être déterminé ou de l'obsession irrationnelle? Comment tu sais que tu es sur la bonne plateforme et que c'est là que ça va marcher? Combien de temps ça prend? Enfin, comment tu juges ça? Tu ne juges pas. Moi, j'ai vu des gens... j'ai un ami qui a posté une vidéo sur YouTube par jour. Par jour, une vidéo, tous les jours. Pendant 3 ans et demi avant de faire sa première vidéo à plus de 100 vues. Quelle horreur. Mais là, il n'avait pas besoin de ça pour vivre, j'imagine. C'est tout le sujet. Tu ne devrais jamais en avoir besoin pour vivre. Donc toi, tu es contre du coup le fait de se lancer comme ça et de dire on apprend à atterrir et on se lance? Non, au contraire. Okay. Je devrais le faire. Mais donc, si tu dois manger des pâtes pendant 3 ans, tu manges des pâtes pendant 3 ans. Ouais, d'accord. Si tu n'es pas prêt à payer le prix que nécessite le fait d'être libre et indépendant, l'univers te le fera payer 2 fois. Donc il faut passer par ce moment de... non, mais il y a des gens qui passent pas. Hein, Yomi, il raconte cette histoire qui est incroyable. Hein. Il a mis sa première vidéo sur Internet, il a gagné de l'argent. Et son compte en banque n'a jamais baissé un seul jour depuis ce jour-là. Ok. Ça, en proportion, c'est quand même rare. Bah, j'en connais 2 sur les dizaines de milliers de personnes que j'ai rencontrées dans la vie. Ok. Voilà. Okay. Mais ça existe. C'est pas... Et d'ailleurs, faut pas se l'empêcher. Il faut se comporter comme si ça allait marcher demain, mais être prêt à rester ad vitam aeternam si ça ne marche pas. Et toi, au bout de 3 ans, tu trouves ça bien d'avoir attendu 3 ans en se disant que... C'est ni bien ni mal. Le critère, c'est pas 3 ans. Le critère, c'est est-ce que tu prends du plaisir à faire ces vidéos? Et est-ce que si personne ne l'a regardé, tu prendrais quand même du plaisir à les faire? Et là, le secret. Le secret, il est masturbatoire. Comment ça, t'étais sûr que je vais dire ça? Ouais, c'est ce que tu disais dans le secret, il est masturbatoire. C'est faire du contenu, faire du business. C'est pas un échange équivalent. Ouais. C'est tu te fais beaucoup de bien à toi et les gens finissent par le comprendre. Et s'ils doivent mettre du temps à le comprendre, mais ils mettent du temps à le comprendre. Et quand même le nerf de la guerre, au mieux c'est de gagner sa vie quand tu commences. Encore une fois, gagner sa vie, c'est la conséquence de bien faire ses choses. Ouais. Tu vois, lui, il a survécu en étant freelance pendant 3 ans. Il gagnait sa vie et il se demandait pourquoi ça décollait pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça décollait pas parce qu'il était trop en avance sur son temps, c'est tout. Ah ok, c'était une question de timing. Lui, c'était une question de timing pour le coup. Ça, c'est très subjectif. Mais il y a, encore une fois, quel que soit le problème, il finit par se résoudre si tu tiens suffisamment longtemps. Ok. Et les personnes qui souhaiteraient se lancer sur les réseaux, mais qui veulent pas du tout se mettre en avant? Alors les gens qui veulent se lancer sur les réseaux et pas se mettre en avant, eh ben je les emmerde. Non, mais en fait, ça m'énerve un peu. Tu vois, ce côté, tu veux des choses, mais tu veux pas payer le prix. Il y a un côté genre, si c'était aussi simple. Alors, effectivement, il y a les faceless accounts, mais à la fin de la journée, les faceless accounts ne bâtissent pas de valeur. Hein. C'est des commodités. Alors, de temps en temps, tu as des hacks, tu arrives à créer un faceless account temporaire qui gagne de la croissance, mais un faceless account
qui marche bien finit toujours par être copié par un vrai humain qui met sa gueule sur les infos que tu as mis. Donc pour toi, c'est vraiment... Donc c'est toujours temporaire, Faceless. Ouais. Les gens... Je pense que très profondément en nous, quelque part dans notre cerveau primaire, on a des reward systems enfouis. Tu vois, on voit des choses autour de nous et on reward les comportements. Et le comportement qu'on gratifie le plus sans s'en rendre compte, c'est la prise de risque. Quand on voit des gens vraiment se mettre nus et prendre des risques vraiment violents, on n'arrive pas à ne pas quelque part les admirer. Et c'est ce qui se passe avec Trump, par exemple. Tu vois, lui, Lui, il a été au niveau suprême de ça. C'est ce qui, d'ailleurs, à mon avis, le lie à Elon Musk d'une façon quasi mystique. C'est que ces deux-là ont fait un pacte de risque maximis. S'ils étaient dans Harry Potter, ils auraient fait le serment inviolable. Et eux, le lien magique de leur serment, c'est la prise de risque qu'ils ont pris parce que ils ont risqué leur vie, littéralement. Au sens, Trump, il a quand même pris une balle dans l'oreille. Et en fait, tu l'aimes pas, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Quelque part au fond de toi, je pense qu'il y a un truc qui dit ouais, il y a quelque chose à respecter là-dedans. Bien sûr. Et donc tous les gens qui veulent quelque chose sans payer le prix, ils envoient un peu le message qu'en fait ils sont pas prêts à prendre de risques et ça les gens n'aiment pas ça. Ouais. Donc vraiment l'authenticité, se mettre en avant et prendre le risque. Et encore une fois, l'authenticité, c'est pas la transparence absolue. Oui, ok. C'est pas... Au service du business. Ouais. Oui, il y a des sujets qui sont peut-être des fois trop personnels, qui viendraient plus après quand tu as vraiment un personal branding bien... Exactement. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis tu sais, moi une fois que j'avais fait 1200 vidéos sur les startups, ou 1500 vidéos sur Instagram, je savais plus quoi dire en fait. Fallait changer de sujet. Fallait bien que je parle d'autre chose quoi. Donc ouais, j'étais content de parler d'actualité, j'étais content de parler de vie amoureuse, j'étais content de parler de couple, de tout ça, parce que c'était aussi un stade de ma vie où j'avais pris du recul sur ces sujets-là aussi. Et ça, si je pouvais envoyer un message aux jeunes, un jeune qui copie son aîné dans le contenu, c'est comme un petit singe qui fait du cirque. Ça ne marche pas. Il faut faire le contenu avec lequel tu es aligné et tu n'as pas l'air ridicule. Quand quelqu'un de jeune essaie de paraître plus vieux, plus sérieux, plus machin, il n'intéresse personne. Non, moi ce qui m'intéresse, tu vois, par exemple, moi je regarde beaucoup de comptes de la génération Z, c'est une très grande fascination pour cette génération. Moi ce qui m'intéresse, c'est de voir des trucs que personne dans notre génération n'aurait pu produire. C'est quand ils sont là à parler de sujets, tu vois, où tu sens que c'est très théorique, c'est pas agréable. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la phrase qu'on entend partout, fake it until you make it? Fake it until you make it, moi ça a été ma devise pendant très longtemps. Ouais. Je pense que c'est la morale de l'époque veut nous faire croire que c'est un acte immoral de faire ça, que authenticité égale vérité absolue, qu'il ne faut pas tromper les gens, il ne faut pas donner la meilleure version de toi-même, etc. Alors qu'en fait, personne ne s'intéresse à quelque chose si tu le fake it pas. Et donc, il y a une ligne, comme toute ligne de crête morale, il y a un mauvais côté et un bon côté. Je pense que la vraie ligne, elle est toute bête, c'est de ne jamais faire quelque chose de mal intentionné. Si tu fake it, par exemple, nous dans notre boîte de dessin animé, on a acheté de la pub sur l'entourage des réalisateurs de films et de dessins animés qui nous intéressent dans le monde. Et pourquoi ? Parce que je savais que l'entourage allait penser que c'était un gros truc, parce qu'ils se diraient on voit de la pub, c'est que ça doit être un très gros truc. Et que s'ils en parlaient ne serait-ce qu'à un seul parmi tous les gens ciblés, c'était jackpot. Donc on a pris tous les comptes Instagram de tous les réals, on a regardé qui ils follow,
On a regardé ceux qui avaient l'air d'être les plus proches, on a créé une audience et on les a targetés. Bon il y a un producteur qui m'a appelé et qui m'a dit ouais, ça a l'air d'être un sacré succès, mon fils m'en a parlé. J'allais pas lui dire ouais, c'est parce que je l'ai targeté en pub. Non, c'est... Et peut-être qu'un jour, quand on aura fait un contrat et tout, je le raconterai pour rigoler. Mais peu importe la porte d'entrée, en fait. Il y a un moment, cette forme de fake it là, elle démontre aussi ta capacité à comprendre comment le monde fonctionne, qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre. Et c'est pas de ma faute si ce mec est porté par la hype sociale. Tu vois, j'ai pas le temps de dire oui, ce serait tellement mieux si c'était une approche authentique où il voit... Le mec, il voit 2000 productions par jour qui démarrent de zéro. Pourquoi il va faire confiance à une plutôt que l'autre? Et en fait, moi, en tant que chef d'entreprise, mon but, c'est d'être sûr que les gloops, ils fonctionnent. Et si pour ça, je dois mettre en place des stratégies de storytelling, je les mets en place. Mais évidemment, quand la nana de Terranos, elle fait un fake it until you make it en faisant des faux résultats de santé à des gens qui sont réellement malades, là, tu as un problème. Parce qu'en fait, c'est pas un fake it until you make it, c'est harm some people until you make good to others. Et donc la ligne de crête, pour moi, elle est vraiment, est-ce que tu fais du mal aux gens ou pas? Ça, c'est vraiment le critère pour toi. Je pense que c'est le critère. Et tu n'aurais pas peur, par exemple, parce que toi, tu arrives à voir après où va aller le projet, etc. Mais quelqu'un qui débute au début et qui peut-être se montre plus gros que ce qu'il est, et finalement, qui n'arrive pas à délivrer à hauteur de ce qu'il dit. Eh ben, c'est pas grave, c'est la vie, il apprend. Et tu te fais pas cramer par l'audience? On se fait jamais cramer. On se fait jamais cramer. Bon, regarde-moi, je veux dire, si quelqu'un devrait être cramé, c'est moi. Mais en fait, tant que tu apportes de la valeur, tu sais, les gens, ils disent Oussama Hamar est un mythomane. Ok, bon, très bien. Sauf qu'en fait, les gens, ils disent ouais, mais j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que les gens peuvent savoir si mon histoire de Yakuza est vraie ou pas? Ils peuvent pas. Moi, je sais qu'elle est vraie, mais les gens, ils peuvent pas rentrer dans ma tête. Ils peuvent pas se dire est-ce que c'est vrai ou pas. La seule chose qu'ils peuvent voir, c'est est-ce que j'apporte de la valeur ou pas. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, il a dû exagérer sur cette histoire-là, mais je l'aime bien quand même. Parce qu'il m'a dit des trucs intelligents, qui ont changé mon business, qui m'ont permis de mieux comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à l'essentiel. Il faut toujours revenir à quelle valeur tu apportes. Et donc, si à un moment tu fais un fake it until you make it, tu promets ça, et tu délivres ça, ça reste quand même tout ça de délivrabilité. Bon, et maintenant, tu vas trouver des nouvelles personnes à qui tu vas promettre ça, et délivrer ça, et ça marchera. Et donc ouais, ok, tu as mal calibré au début et tu t'es grillé auprès de 50 clients, 100 clients, 1000 clients, 10 000 clients. Il y a 8 milliards d'habitants. Et si ces 1000 clients, 10 000 clients sont pas trop cons, ils finiront par revenir. Je veux dire, il y a un moment, si tu offres quelque chose... Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est tu promets ça, puis tu délivres rien. C'est pas tu délivres moins que ce que tu as promis. Non, tu délivres rien. Qui veux-tu qui t'aide? Je veux dire, là, c'est plus un fake it until you make it. C'est quand même, dans la phrase de fake it until you make it, il y a quand même l'idée de you make it au sens littéral, de craft, de faire. C'est pas tu fais des promesses et tu espères que ça va marcher tout seul. Non, tu fais des promesses jusqu'à ce que tu sois prêt à avoir fabriqué quelque chose qui est à la hauteur de cette promesse. Et si par jeunesse, par fourve, on dit fourve, non, ferveur, fourve, par ferveur, comment? Fougue, c'est ça le mot. Par fougue, par ferveur, tu calibres ça mal, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Et puis, entre nous, c'est aussi là qu'en tant que société, on doit avoir de la bienveillance envers ces entrepreneurs qui essayent. De la même façon qu'un enfant qui dit qu'il va devenir, président du monde. Tu vois, un enfant vient et dit « je vais être président du monde ». Tu lui dis pas « espèce de connard, c'est pas réaliste ». Tu dis « mais bien sûr ». Et puis si après, il devient un conseiller régional, c'est déjà ça. C'est pas grave, peu importe d'où est partie l'ambition, peu importe d'où est partie la vocation. Et c'est vrai que les gens manquent vraiment de bienveillance. Steve Jobs,
avait rencontré les fondateurs de Dropbox. Les fondateurs de Dropbox, tu utilises Dropbox ? Ouais. Tu sais que quand tu as un fichier sur Dropbox, qu'il est en train de synchroniser, tu as une petite flèche bleue. Et quand il est synchronisé, tu as une flèche verte. Ok ? Pour pouvoir faire ça dans macOS, comment tu fais pour changer l'affichage dans macOS ? Changer l'affichage De l'icône, système. Tu dois pirater macOS. Le fondateur de Dropbox se fait inviter par Steve Jobs. Et Steve Jobs le regarde comme ça à un moment et lui dit c'est vraiment bien tout ce que vous avez fait avec Dropbox. Mais mon équipe d'ingénieurs se demandait comment vous faites pour changer les icônes. Et le fondateur de Dropbox, il sait plus où se mettre. Quoi. Il est en mode oui, alors oui, vous savez tout. Et Steve Jobs, le regarde super intensément, quoi, dans les yeux. Genre en mode genre très très dur. Et le mec, Drew Houston, qui raconte cette anecdote, il dit je ne savais plus où me mettre, quoi. Et là, Steve Jobs lui dit mon département légal était très énervé. C'est leur métier d'être énervé, c'est des avocats, ils n'ont jamais rien fabriqué de leur vie. Moi, j'ai fabriqué des choses. Et je sais reconnaître les artisans. Et franchement, on a tous été impressionnés. Bravo. Bon, on va aller parler au cabinet d'avocats, on va parler aux avocats pour leur dire de vous laisser tranquille. Mais bravo. Et tu vois, cette forme de bienveillance de Steve Jobs. T'as violé les règles, t'as violé le contrat, mais c'était pas un bon contrat, c'était pas une bonne règle. Et bien sûr qu'on fait ça parce qu'on veut pas que le moindre connard vienne pirater nos systèmes s'il fait du mal aux utilisateurs. Mais t'as apporté de la valeur, t'as apporté quelque chose. Et les ingénieurs d'Apple ont créé un pont pour que Dropbox soit la seule app qui a le droit de faire ça dans macOS. Pour pas qu'ils aient besoin à chaque fois de pirater à chaque nouvelle version. Et ils ont fait ce cadeau à Dropbox. Alors qu'ils ont lancé la version concurrente de Dropbox qui s'appelle iCloud. Alors qu'ils auraient pu dire attends, on lance notre truc, on coupe cette feature, on les dégage, on les emmerde. Mais non, parce que Steve Jobs, il a la sacralité de l'artisan. Il sait qu'un artisan ne détruit jamais le travail d'un autre artisan. Et en fait, cette passion du craft, cette passion de faire des choses, c'est hyper important.